Le fils du richissime homme d'affaires était aveugle, jusqu'au jour où une enfant retira de ses yeux une chose que nul n'aurait pu imaginer. Le soleil de midi écrasait de son poids la place du village en Provence, faisant miroiter l'air au-dessus des toits de tuiles romanes. Dans cette atmosphère vibrante, où se mêlaient les éclats de voix des marchands sur le petit marché, le clapotis de l'eau s'écoulant de la fontaine centrale et le froissement des pas sur les pavés anciens, une enfant aux habits élimés se frayait un chemin. Elle avançait pieds nus, indifférente à la chaleur qui émanait du sol. Son existence semblait se fondre dans le décor, elle était une transparence que les regards contournaient, une entité que le flot humain évitait par instinct. Son errance silencieuse prit fin lorsqu'elle avisa un garçon de son âge, assis en parfaite solitude sur un banc de pierre. L'élégance de son costume blanc, presque aveuglant sous l'éclat du jour, créait une dissonance avec le cadre pittoresque. Ses yeux, d'un bleu vitreux, restaient désespérément fixes, dirigés vers un horizon invisible que lui seul percevait, indifférent au tourbillon de vie qui l'entourait. Sans la moindre crainte, elle s'approcha. « Pourquoi es-tu seul ?» Sa question, posée d'une voix étonnamment posée, fit se tourner le visage du garçon vers elle, une expression de surprise se peignant sur ses traits fins. Il n'était pas accoutumé à être abordé de la sorte. « Parce que même au milieu d'une foule, je ne peux voir personne. Je suis aveugle. » La phrase tomba, lourde d'une fatalité apprise par cœur. La fillette, Chloé, garda le silence un instant. Son regard intense, que la crasse ne parvenait pas à ternir, semblait voir au-delà de la cécité physique, percevant une autre réalité, plus subtile. « Je peux t'aider, » déclara-t-elle alors, avec une certitude tranquille qui n'admettait aucune réplique. Léo, le jeune garçon, laissa échapper un petit rire désabusé, teinté de curiosité. « M'aider ? Les médecins les plus chers de la capitale ont échoué. Que pourrais-tu faire, toi ? » Sa question était moins une agression qu'un constat d'impuissance. « Je ne suis pas docteur, » répondit-elle simplement. « Mais il existe un docteur invisible capable de ce qu'aucun mortel ne peut accomplir. » Le front de Léo se plissa. Ce langage mystique l'intriguait autant qu'il le déconcertait. « Tu parles de Dieu ? » hasarda Théil. Elle esquissa un geste négatif. « Je ne lui donne pas de nom, » souffla Théel. « Je le ressens. Et il me dit qu'aujourd'hui, j'ai le pouvoir de te rendre ce que tu as perdu. » À quelques pas de là, dans l'embrasure d'un magasin de luxe, un homme en costume impeccable observait la scène. C'était Stéphane, le père de Léo, un homme habitué à plier le monde à sa volonté, mais qui se heurtait chaque jour au mur infranchissable de la condition de son fils. Il venait de lui acheter une paire de lunettes fumées, non pour protéger ses yeux, mais pour dissimuler au monde leur regard éteint, un regard qu'il ne supportait plus de croiser. La vue de cet enfant déguenillé s'adressant à son fils déclencha en lui une irritation immédiate. Chloé avança alors ses doigts vers le visage de Léo. Ce dernier, contre toute attente, ne se déroba pas. Il y avait dans le calme de cette fille une force qui invitait à la confiance. « Aie confiance, » lui dit-elle, « je ne te ferai pas de mal. » Léo hocha la tête, et à cet instant, il perçut un fourmillement subtil, comme si quelque chose se décollait à l'intérieur de son œil. Avec une délicatesse infinie, elle retira une sorte de membrane diaphane, quasi immatérielle, qui, un bref instant, captura la lumière du soleil en un scintillement étrange. Témoin du geste, le père sentit une fureur glaciale l'envahir. Il traversa la place d'un pas rapide et rageur. « Que fais-tu à mon fils ?» Sa voix claqua comme un coup de fouet, pétrifiant l'assistance. Il la bouscula sans ménagement. Chloé bascula et tomba sur le sol dur. Le petit voile qu'elle tenait en main lui échappa et fut emporté par un courant d'air. La foule, alertée, se resserra autour d'eux, et les murmures commencèrent à fuser. Une sans-abri qui le touche. S'indigna une bourgeoise. Quelle audace! Renchérit un autre. Elle aurait pu lui transmettre des maladies. Le garçon, perdu au milieu de ce chaos, cria plus fort que les autres, « Papa, arrête! Je vois. Un peu, mais je vois. » Un silence de plomb s'abattit sur la place. Tous les visages se tournèrent vers Léo. Stéphane, figé, le dévisagea, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Que as-tu dit » bégaya Théil. « Je vois, » répéta l'enfant, tandis que des larmes, les premières depuis une éternité, inondaient ses joues. « Je vois la lumière, papa. »
L'homme d'affaires recula, chancelant. C'est impossible. Les spécialistes ont été formels, il n'y a pas de guérison possible. Toujours au sol, Chloé le regarda avec une compassion infinie. Parfois, l'impossible ne demande qu'à ce qu'on y croit, dit-elle dans un souffle avant de se relever avec une lenteur pleine de grâce. Stéphane agrippa le bras de son fils, comme pour se raccrocher à la réalité. On part. Direction l'hôpital, lança-t-il d'un ton sec, la traitant avec un mépris absolu. Papa, ne lui fais pas ça, elle m'a guéri. Plaida Léo, désespéré. Mais son père l'entraînait déjà, fendant la foule. Ne t'approche plus jamais de mon fils. Lui jeta Théil par-dessus son épaule. Tu n'es qu'une charlatane. Elle les regarda s'éloigner, son visage exprimant une tristesse paisible, la tristesse de ceux qui comprennent la peur des autres. La nuit suivante, dans la somptueuse maison de campagne familiale, le sommeil fuyait Léo. Son univers, autrefois une obscurité familière, se peuplait désormais de formes fantomatiques et de lueurs dansantes. La peur se mêlait à une excitation vertigineuse. Papa, appela Théil dans le silence de la chambre, et si cette fille avait raison? Stéphane, assis dans l'ombre, ne répondit pas. Il contemplait son fils, essayant de déceler une explication rationnelle à ce qui, pour la première fois de sa vie, le dépassait complètement. Le lendemain, ce fut un balai d'examens et de consultations auprès des plus grands noms de la médecine. Aucun ne put fournir la moindre explication. Il n'y a aucune justification clinique pour cette régression de la pathologie, conclut un éminent professeur, l'air déconcerté. C'est de l'ordre du miracle. Le mot, abhorré par Stéphane, résonna dans le cabinet médical comme une sentence. L'homme d'affaires quitta les lieux, le cœur battant la chamade. Une seule image l'obsédait, le visage de cet enfant. Chloé. L'après-midi même, il retourna sur la place du village, mu par une impulsion irrépressible. Il interrogea tout le monde, les commerçants, les clients des terrasses. Vous n'auriez pas vu une jeune fille, très pauvre, avec des cheveux bruns en bataille? Les réponses étaient toutes négatives ou évasives. Elles semblaient s'être évaporées. Il s'immobilisa au centre de la place déserte, fixant le banc où tout avait basculé. Pour la première fois de sa vie d'homme de pouvoir, il eut peur. Peur de ce qu'il ne maîtrisait pas, de ce qui échappait à la logique de l'argent et de l'influence. Et le plus terrible était que celle qui détenait la clé de ce mystère était introuvable. Il resta là, pétrifié, tandis que le vent du soir semblait se moquer de sa quête. Il chercha encore, des jours durant. Rentrant chaque soir épuisé et frustré à la maison de campagne. Son fils, dans son sommeil, prononçait parfois un nom, comme une prière, Chloé. Le millionnaire ne dormait plus. L'idée qu'une enfant des rues ait pu réussir là où la science avait échoué le rongeait. Il retourna voir un autre spécialiste. Le diagnostic fut encore plus déroutant. La membrane opaque qui obstruait la rétine s'est détachée d'elle-même, expliqua le médecin, abasourdi. On dirait une ablation chirurgicale, mais sans la moindre cicatrice. C'est un cas d'école de l'inexplicable. Stéphane sentit un frisson le parcourir. Vous voulez dire que quelqu'un a opéré ses yeux? Je veux dire qu'un événement hors de toute compréhension médicale a eu lieu. L'obsession de Stéphane grandit. Il engagea des détectives privés, promit des récompenses, fit analyser les bandes de vidéosurveillance. Rien. Chloé semblait n'avoir laissé aucune trace de son passage sur Terre. Sa femme, le voyant dépérir, tenta de le raisonner. Tu poursuis une chimère. Accepte ce qui est arrivé, sans chercher à tout comprendre. Il la regarda avec des yeux hagards. Il ne s'agit pas de comprendre, mais de remercier. Je lui suis redevable. Je dois la retrouver. Les semaines s'écoulèrent. La vue de Léo devenait parfaite, mais les questions de l'enfant se faisaient plus précises. Papa, à l'école, ils disent qu'on a menti pour le miracle. Pourquoi? Une colère sourde monta en Stéphane. Parce que certains esprits étriqués ne peuvent admettre que l'extraordinaire existe. Léo le fixa de ses yeux vifs. Et toi, tu y crois? Stéphane baissa la tête, avouant sa défaite. Je veux y croire, Léo. Mais ce qui me hante, c'est la manière dont je l'ai chassé. Un jour, ils retournèrent sur la place. Léo voulut s'asseoir sur le banc. C'est ici.
Je me souviens de sa voix. Elle n'avait aucune méchanceté en elle, papa. Stéphane sentit sa gorge se nouer. Il s'agenouilla devant son fils, brisant son armure d'orgueil. Mon fils, si je la revois un jour, je lui demanderai pardon à genoux, je te le promets. À cet instant, une bourrasque de vent souleva un tourbillon de poussière. Dans cette danse folle, un objet brillant flotta un instant avant de se déposer au pied de l'enfant. C'était un fil, d'une finesse spectrale. Ils le regardèrent, médusés. Papa, murmura Léo, on dirait le même. Stéphane le ramassa avec une infinie précaution. Son souffle était court. Qu'est-ce que cela veut dire? Chuchota Théil. Léo sourit. Qu'elle est là, même si on ne la voit pas. Une vieille femme qui vendait des fleurs, Monique, s'approcha alors. Je la connaissais, dit-elle. Elle venait chaque semaine. Elle disait attendre une mission. Le soir où elle a guéri votre garçon, on l'a vue partir vers la colline. On ne l'a plus jamais revue. Elle est morte? Demanda Stéphane, la voix brisée. La vieille femme lui offrit un sourire plein de sagesse. On ne meurt jamais vraiment lorsqu'on laisse derrière soi un miracle. Le millionnaire s'effondra, à genoux sur les pavés, le fil dans la main. Il pleura, non pas de tristesse, mais d'une humilité qu'il n'avait jamais connue. Pardon, murmura-t-il au vent. J'ai jugé sans comprendre. Dès lors, chaque année, ils revinrent déposer des fleurs sur le banc. Léo grandit, son regard portant en lui une lumière particulière, celle de quelqu'un qui avait vu au-delà des apparences. Il devint un grand médecin. Dans son cabinet médical, à côté de son diplôme, un cadre en bois sobre protégeait le fil invisible sur un fond de velours. En dessous, une plaque gravée par son père disait « La science soigne, la foi guérit, mais seul l'amour rend la vue au cœur ». Stéphane connut une vieillesse sereine, ayant appris que le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de ce qui nous dépasse. Il disait que Chloé était un rappel que la vie appartient aux humbles de cœur. Et quand on lui demandait si elle avait réellement existé, il souriait. Je l'ignore. Mais dès que je ferme les yeux, son visage m'apparaît. Car les vrais miracles ne demandent pas à être vus, mais à être crus. Et sur cette place de Provence, on raconte que parfois, au crépuscule, on peut apercevoir la silhouette fugace d'une enfant aux pieds nus, laissant derrière elle un sillage de lumière surnaturelle.